Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Éric Desroches. Bon matin. Donc, Éric, écoutez, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup à apprendre aujourd'hui avec lui. Un investisseur immobilier à succès, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un je trouve qui a une belle approche en l'immobilier, quelqu'un qui a, on pourrait dire, l'investissement avec une conscience sociale. Et puis, donc, Éric, peut-être nous faire part de ton parcours. En gros, tu peux peut-être te présenter en premier, là, dans quel secteur que tu es. Puis, En fait, bonjour à tous. En fait, je suis investisseur immobilier depuis l'âge de 18 ans avec mon même partenaire. Puis en parallèle aussi, je suis dans la gestion de l'entreprise familiale Fabelta qui fait la fabrication de systèmes de fenestration. Puis l'immobilier, en fait, c'est un domaine qui m'a interpellé là, dès mon jeune âge. J'aimais l'architecture, le design. Puis c'était à partir de là qu'on a eu un intérêt là, grandissant pour ce secteur d'activité-là. Cool. Donc, Éric, c'est quoi qui... bon, comme tu dis, tu avais un intérêt quand tu étais jeune par rapport à l'architecture, le design, mais c'était quoi ton premier achat immobilier? Comment ça s'est présenté devant toi? Comment ça s'est présenté? C'est assez intéressant. En fait, pour moi, on faisait de l'aménagement paysager, de l'entretien paysager. La première cliente qu'on a eue à l'âge de 16 ans, cette dame-là a eu à partir en résidence 2 ans plus tard. Puis c'est à ce moment-là que notre client et notre cliente nous ont demandé de déménager la maison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tout sorti le stock de la maison. Ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de rénovation à l'intérieur. Puis en finissant les travaux, le monsieur nous demande combien je vous dois. En fait, je leur ai dit, vous me devez rien. La seule chose, laissez-moi être la première personne à pouvoir faire une offre d'achat sur votre maison. Okay. C'était un petit bungalow des années 60-70 à Saint-Vincent-de-Paul-Laval. Finalement, on a acheté la propriété sans trop connaître qu'est-ce que c'était l'immobilier. La seule chose, c'est qu'on avait un grand désir à l'intérieur. Puis ça vibrait en dedans quand on voyait ce projet-là. Puis à 18 ans, on a dit oui. On a fait les rénovations après l'école, finalement, après les heures d'école et les week-ends. On a fait cette transaction-là en dedans d'1 mois. Ça a pris 2 semaines la vendre. Tu étais encore à l'école, là, à ce moment-là? Oui, on était à l'université. Wow, puis, okay. Fait qu'on faisait du 5h à 11h le soir. Puis c'était soir et week-end illimité de travail. Mais on a vraiment trippé parce qu'on partait d'une maison from scratch puis on l'a rénovée au complet. On a vraiment eu du fun. Ça a été un premier achat qui était plus au niveau de l'apprentissage. Ça a été payant aussi? Ou... Ben, tu sais, on avait 18 ans à 1 mois, on a fait 40 000 à 2. Fait qu'on faisait 20 000. Wow, c'était plus que beaucoup d'entretien paysager. Bien sûr. Fait que là, tu as vu le levier d'immobilier là, à ce moment-là. Oui, on a vu que c'était vraiment le fun à faire comme projet, puis en même temps, économiquement, c'était assez rentable aussi. Good. Puis ton premier achat de multilogement? On a fait quand même plusieurs achats de multilogement au départ, duplex, triplex, mais le premier qu'on a gardé, c'est un quadruplex qui est à Tétroville, à Montréal. C'était une reprise de finances. On l'a acheté économiquement, il faisait déjà du sens à l'achat. Par contre, au bout de 6 mois, je vais dire par hasard, là, il y a 3 locataires sur 4 qui ont parti. OK. Donc, ça nous a permis d'augmenter les revenus de façon assez significative en faisant quelques travaux. Puis, je pense qu'en 6 mois, on est allé rechercher peut-être au moins 200 000 d'équité sur cette transaction-là. Donc, les opportunités sont bien présentées. C'est intéressant parce que là, comme tu dis, la première de 40 000, tu as fait quelques flips par la suite, quelques achats et reventes. Le premier multilogement, 200 000. Fait que là, ça donne goût de voir plus grand tout le temps. Le premier achat de 6 logements et plus, ça a été quoi? Le premier de 6 et plus, ça a été simultanément, ça a été... en fait, 6 et plus, excusez, ça fait un petit bout de temps, mais c'était 2 immeubles à Saint-Hyacinthe. Okay. Donc, un 13 logements et un 23 logements qu'on a acheté simultanément, qui était finalement pourquoi Saint-Hyacinthe. On a eu l'opportunité qui est arrivée, les chiffres faisaient du sens. C'était la première fois où on se lançait vraiment dans un plus gros. Ça faisait assez de portes pour pouvoir faire le voyagement aussi. Puis on a vu qu'il y avait quand même des belles opportunités là, de développer les logements, faire de la rénovation. Fait qu'on avait du fun encore là. Fait qu'on a dit oui. Cool.
Puis, fait que dans le fond, toi, quand tu regardes un immeuble, là, c'est quoi qui est important? OK? Il y en a qui vont regarder plus le cash flow, il y en a d'autres qui vont regarder plus le potentiel à long terme de l'immeuble. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'allume précisément quand tu regardes un immeuble? Au départ, quand on a commencé en investissement puis on faisait des flips, c'était le potentiel, mais le potentiel au niveau de la rénovation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'immeuble pour être sûr que les prochains occupants fassent un wow, Okay. qu'on puisse avoir une vente qui est quand même rapide, que les chiffres fassent du sens aussi, puis qu'on puisse amener nos idées justement au projet. Fait que ça, c'était au début. Après ça, dans le multilocatif, ça a été le potentiel. Mm-hmm. Donc, de regarder les loyers actuels, c'est plus ou moins... on se fiait pas vraiment dessus, on se fiait vraiment sur le taux du marché actuel pour un beau logement bien rénové, c'est quoi? Est-ce que ça fait du sens avec la situation maintenant? Puis si le potentiel il était là, on disait oui. Puis s'il était dans un rayon au niveau de la gestion, ça se faisait bien, on allait de l'avant aussi. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? En fait, on regarde juste si on a du fun à faire le projet. Si l'immeuble, on fait un wow, si on sait que ça peut assister les clients qui sont à l'intérieur des logements dans leur Tu bien-être. connais toujours la rentabilité, le potentiel, mais en plus de ça, maintenant, il y a le fait là, où qu'est-ce que vous pouvez créer dans l'immeuble aussi. Parce que je me rappelle t'avoir vu dans une conférence où tu parlais de créer un genre de communauté par immeuble. Là. C'est-à-dire où tu parlais aussi, exemple, je pense que tu avais donné l'exemple d'une salle de visionnement de hockey. Peut-être tu peux élaborer ça? Oui, en fait, dans le fond, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut apporter aux occupants. Donc, si, exemple, on a un immeuble, exemple, c'est des familles, les murs, les entrées, c'est du brun, du gris, c'est pas très invitant. Mm-hmm. C'est comment on peut créer une atmosphère, finalement, au sein de l'immeuble pour que les gens fassent un wow quand ils rentrent chez eux. Pour élever, justement, leur niveau de bien-être puis le plaisir qu'ils ont à vivre à cet endroit-là. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on aime faire. Puis, qu'est-ce que j'apportais dans une conférence, c'est d'amener son unicité puis qui on est dans un immeuble. Okay. Donc, quelqu'un qui serait vraiment un fan de hockey puis qui achète un triplex, pourquoi est-ce qu'il ne le branderait pas comme étant un immeuble dédié au hockey? Fait que ce soit au niveau des portes, que ce soit au niveau des corridors, une chambre des joueurs ou une chambre de visionnement au sous-sol, d'amener son unicité. Puis c'est certain qu'il va y avoir au moins 3 personnes à Montréal qui sont fans de hockey. C'est ça. Puis qui vont dire, nous, on est prêt à payer un prime pour être à cet endroit-là. Puis en même temps, l'investisseur, la seule chose qu'il va avoir fait, c'est amener qui est dans un immeuble. C'est ça, c'est de créer un genre de branding pour chacun des immeubles, de créer quelque chose d'unique, là, quand tu parlais d'unicité. Oui, c'est d'amener notre unicité, puis qu'est-ce qu'on aime vraiment à l'intérieur de nous dans un immeuble. Good. Puis, justement, quand tu fais face à ces immeubles-là, puis tu trouves de quoi là, d'intéressant, puis tu trouves que ça a tous les paramètres que tu recherches, est-ce que tu as des conseils pour la négociation? Est-ce qu'il y a quelque chose, y a une technique, Éric Desroches, là, qui fonctionne plus que d'autres? Je dirais qu'au début, en fait, dans le fond, je ne vais pas appeler ça de la négociation, mais personnellement, là, d'aller s'asseoir avec le vendeur. OK. Tu sais, c'est beau maintenant à l'ère numérique, dont on envoie une promesse d'achat en 15 secondes avec un easy sign. En tant que tel, pour moi, ça a très peu de valeur. Mm-hmm. Puis je pense que la relation interpersonnelle qu'on peut avoir avec un vendeur va faire toute la différence parce qu'on va vraiment cibler c'est quoi son besoin. Tu sais, c'est pas vrai que les gens, la seule chose qu'ils ont de besoin, c'est l'argent au bout du compte en vendant leur immeuble. Tout à fait d'accord avec toi. Les gens, vraiment, ça c'est vraiment, quand on va chercher des contrats de courtage, souvent, les vendeurs vont poser énormément de questions sur quel type de client qu'on a pour son immeuble. Puis la question derrière de ça, c'est souvent savoir est-ce qu'on va garder son bon en place qui s'est attaché au cours des dernières années. Est-ce qu'on va complètement évincer tous les locataires, le personnel. Tu sais, il y a des gens qui ont vraiment une vision où qu'on faudrait quasiment choisir l'acheteur parfait. Pas juste le prix. C'est sûr que le prix, il va en tenir compte, on s'entend là-dessus, mais c'est aussi de choisir la personne. Puis quand on amène une offre d'achat, des vendeurs vont... Le prix, là, c'est assez clair, il est là, mais ils vont beaucoup nous poser de questions, c'est qui l'acheteur, puis qu'est-ce qu'il va faire avec l'immeuble. Puis en lien avec ça, dans le fond, cette discussion-là, finalement, quand on est entrepreneur, quand on est, je veux dire, investisseur, ou peu importe dans quelle sphère de notre vie, de sentir l'opportunité, puis de sentir comment on est capable de développer une relation,
selon moi, ça a beaucoup à jouer dans ce qu'on peut appeler la négociation. Puis c'est là qu'on va voir vraiment les enjeux du propriétaire au niveau des délais, au niveau du prix, au niveau de la raison pourquoi il vend, comment on peut l'assister des fois dans son prochain achat aussi, dans sa prochaine étape. C'est toutes des choses qui font en sorte qu'on peut aller faire des transactions où tout le monde va prendre de l'expansion suite à la conclusion de l'achat. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on aime faire. Fait que si j'ai à donner je vais appeler ça un conseil, ben prenez le temps d'aller vous asseoir puis expliquez-le votre projet. Tu sais, de tout vouloir, je vais dire, cacher ou de vouloir jouer une game, personnellement, ça peut fonctionner, mais je pense pas que c'est ça qui a le plus haut potentiel pour bien acquérir l'immeuble. C'est un bon point que tu amènes là, Éric, parce que dernièrement, que je viens de faire, au moment que la vidéo va être passée, c'est officiel, là, on a signé une transaction avec Frédéric Aubry, qui est un de tes grands amis. Ouais. Puis d'ailleurs, Fred fait un petit clin d'œil ici qui parle énormément bien de toi. Là. Okay? Il dit que tu as eu beaucoup d'impact dans sa vie. Fait que pour les gens qui apprécient Fred, Éric est à côté ici qui a eu de l'impact sur sa carrière d'investisseur, bien sûr, entre autres. Puis Fred, je me rappelle au début de la transaction, de la négociation, a dévoilé son jeu complètement au vendeur en étant transparent. Puis on lui dit, garde, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais optimiser ton immeuble. Puis il n'avait pas peur que le vendeur dise, OK, ben je vais le faire à ce moment-là. Tu sais, qu'il prend l'idée, moi le faire moi-même. Les gens sont rendus à un autre niveau quand c'est le temps de vendre. Puis Fred, le fait d'ouvrir son jeu, ça l'a mis le vendeur en confiance. Puis la transaction, il y a eu toutes sortes de problèmes en transaction, mais jamais entre le vendeur et l'acheteur. Puis ça, ben en tout cas, ça suit un peu la philosophie. C'est très clair, puis souvent c'est ça, les gens ont peur de dire je vais dévoiler mon idée, quelqu'un va le faire à ma place. Au contraire, le propriétaire, quand il voit l'énergie que tu amènes, puis où tu veux t'en aller avec cet immeuble-là, qui, en fait, souvent les gens ont même une connexion émotionnelle à l'immeuble qui leur appartient, bien, de savoir que cet immeuble-là va devenir qu'il va avoir telle énergie qui va se développer là-dedans, bien, puis surtout quand on a un track record de qu'est-ce qu'on a déjà fait, bien, au moins les gens sont en confiance, puis selon moi, c'est la plus belle façon d'avoir une transaction. Cool. Maintenant, tu pourrais peut-être nous parler un peu de ton... c'est quoi ta plus belle transaction? La transaction que tu es plus fier ou ton bon coup? En fait, les deux transactions, c'est la première et la dernière. OK, c'est bien ça. Donc, la première, pourquoi? Parce que on a fait un pas vers l'avant, on a fait un pas dans un petit peu l'inconnu. L'inconnu, tu sais, on va parler d'immobilier, mais on peut parler de n'importe quel secteur de notre vie. Quand on a quelque chose qui nous tient à cœur ou quelque chose qui nous fait vraiment vibrer en dedans, bien, de faire un pas en avant, puis de ne pas se bloquer avec toute avec notre tête, puis avec nos peurs, nos jugements. Bien, en fait, cette première étape-là, elle a été faite en immobilier. Puis pour ça, je veux dire que j'en suis fier parce que, en réalité, je pense que chaque personne qui fait un pas en avant, les ressources vont s'aligner, tout va s'aligner. Donc ça, c'est la première. Puis la dernière, qui est, on va peut-être, je pense, en parler un petit peu plus tard, oui. Qui est un terrain avec bâtiment qu'on loue à un camp de vacances. En fait, on va rentrer dans le sujet maintenant. Ah ouais, OK. On va rendre compte de l'histoire parce que la dernière transaction d'Éric, certains peut-être ont vu des petits posts sur les médias sociaux, là, mais peut-être que ce serait bon que tu nous contes l'histoire puis comment que... c'est quoi la vision que tu as avec cette acquisition-là, un peu comment c'est passé, puis... c'est quoi la vision que tu as avec ça? Puis je trouve, moi, écoutez, on a pris un petit café ensemble avant l'entrevue, puis il m'a vraiment conté ça, puis je trouve ça extraordinaire. Fait que j'aimerais ça que tu partages avec les gens un petit peu là, ta vision avec ça. En fait, je vais essayer de résumer ça quand même dans une histoire courte. Il y a un petit peu plus, en fait, ça fait un petit peu plus de 2 ans, j'ai eu l'information qu'il y avait un terrain qui serait possiblement à vendre, qui est un terrain qui est occupé par le camp Bruchésie à Saint-Hippolyte. Ça fait partie, je pense que c'est possiblement le plus gros terrain sur un bord de lac navigable dans les basses Laurentides. La première fois que j'ai été sur le marché du terrain, j'ai eu un wow instantané. Tu sais, quand tu es à un endroit puis tu te sens bien puis tu sens que... C'est pas tellement, t'as pas besoin de t'en aller de faire 3 heures de route, là. T'es à 40 minutes à peu près de... mettons Laval-Montréal, 45 minutes, exemple. C'est ça. C'est juste au nord de Saint-Jérôme. Exact. Lac navigable, superbe. Le terrain, personnellement, quand on est à un endroit et on fait un wow, c'est qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai ressenti. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sur ce terrain-là depuis des années. Ça fait 90 ans qu'il y a un camp à cet endroit-là.
Donc, c'est qu'est-ce qui est arrivé il y a 2 ans. C'était difficilement pensable mentalement de pouvoir faire l'acquisition de ce terrain-là pour plein de contraintes. Il y avait plein de lumières rouges qui étaient devant moi. Au niveau de toi ou au niveau du projet en tant que tel? Les deux. Les deux, OK. Oui, parce que moi, j'avais mes propres limites finalement. À dire soit au niveau du prix, soit comment je vais l'acheter, soit c'est trop gros, j'ai-tu vraiment droit à ça, j'ai-tu accès à ça. Là vient des peurs, vient du jugement pour soi-même. Fait que ça a passé par une grande gamme, je vais appeler ça d'émotions, puis de questionnement. Puis en même temps, le terrain était pas, je vais dire, prêt à être acheté. Donc en 2 ans, il s'est passé une série d'événements complètement hors de mon contrôle, mais qui ont fait en sorte que les choses se sont alignées pour qu'on puisse finalement faire l'acquisition il y a 2 mois. 2 ans après avoir... Ouais, 2 ans après avoir marché la première fois, puis après avoir fait ma première offre d'achat finalement. C'est incroyable. C'est fun, parce que c'est ça la beauté de l'immobilier, hein? Ça bouge lentement, puis souvent, il faut pas avoir peur de... Il faut pas se lancer précipitamment dans un projet, parce qu'il y a toutes sortes d'événements en cours de route. T'sais, si c'est fait pour toi, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, mais... OK, donc 2 ans après, fais ton offre. 2 ans après avoir, je veux dire, semé une graine, finalement, il y a quelque chose qui a poussé. La seule chose, c'est que si j'avais voulu acheter ça pour avec le mental de dire ça me prend absolument ça, voici mon objectif, je vais tout faire pour l'avoir, quoi que ce soit, ben peut-être que je l'aurais acheté, mais jamais aux conditions que j'ai eues actuellement, jamais dans la fluidité que ça a été fait. Fait que ça a demandé, je veux dire, de la sagesse puis de prendre conscience de tout ce qui se passait autour de la transaction. Donc, finalement, ça a été conclu il y a 2 mois. C'est un projet actuellement qui a un camp de vacances qu'on veut conserver. On n'en fait pas l'opération, mais on en fait la location des bâtiments. Donc, actuellement, on est en train de remettre un petit peu d'amour là-dedans. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Fait que dans le fond, il y a un camp de vacances sur le terrain, mais c'est quand même un grand terrain. Puis il y a possibilité c'est parce qu'il y a je pense que tu me disais au niveau du pied frontal, là, sur le bord du pied linéaire, sur le bord de l'eau. C'est presque 1 kilomètre de plage à peu près sur le bord du lac. Wow. Fait que c'est un assez grand terrain. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'y aller, de prendre le temps de respirer, s'inspirer, puis voir ça va être quoi qui va être au plus haut potentiel pour cet endroit-là. Donc, au lieu de faire un projet rapide, un projet conventionnel de développement immobilier, soit des condos, soit morcelés puis vendre aux plus offrants, le terrain a, selon moi, beaucoup plus de potentiel à accueillir des gens. Les ramener justement, les ramener à qu'est-ce qui leur fait vibrer en dedans. Tu vois, ça c'est important ce que tu parles là, parce que honnêtement, le fait d'acheter l'immeuble, pas l'immeuble, le terrain avec les immeubles qu'il y a dessus, le camp et tout ça, d'y aller dans l'avant en voyant d'autres choses que construire d'autres immeubles, puis subdiviser, puis aller chercher le pied carré le plus payant possible. Quand tu arrives à un certain niveau dans l'immobilier, tu peux te permettre d'y aller avec une conscience un peu différente. C'est-à-dire, tu y vas, tu regardes, je sais que le potentiel est là, j'ai pas besoin d'exploiter demain matin, je peux faire d'autres choses entre-temps qui vont amener encore beaucoup plus à long terme pour le projet que tu achètes. Exactement, comme tu le partages, dans le fond, qu'est-ce qui arrive souvent, je pense que c'est pas vraiment une question de stade en immobilier, mais c'est une question, je veux dire, d'état d'esprit. C'est que souvent, quand on est dans le manque, ça veut dire qu'on en a besoin de toujours plus. On va essayer de tout rentabiliser, on va essayer de tout morceler, on va essayer de chercher le dollar à gauche, à droite, sans trop savoir qu'est-ce qu'on fait. Actuellement, cet endroit-là va pouvoir créer, par les gens qui vont se retrouver là, par les échanges qu'il va y avoir, par les projets qui vont se développer, beaucoup plus de richesse qu'actuellement de morceler le terrain qui serait au niveau traditionnel une transaction super payante. Donc, exactement. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement au point de vue immobilier, mais au point de vue de qu'est-ce que tu vas ressortir socialement du projet. C'est là qui devient intéressant, mais c'est parce que c'est important de mentionner ça, parce que c'est au-delà de l'argent, là. C'est vraiment ce que tu vas faire avec ça, c'est intéressant. En fait, dans le fond, souvent, c'est qu'est-ce qu'on... Puis
tu sais, l'immobilier, souvent, on le voit comme du multiplex, du résidentiel, du morcellement de terrain, mais en fait, l'immobilier, c'est juste de l'espace. Tu sais, on se promène ici, tout est de l'immobilier. Finalement, le parc, c'est de l'immobilier. On voit du commercial, ça en est aussi. Fait que comment on définit l'espace, comment on crée à travers l'espace, ben, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'actuellement, nos œillères sont quand même assez ouvertes, qui fait en sorte qu'on peut se permettre de... On n'a pas peur de, justement, il faut absolument avoir un rendement maintenant. Ben, c'est ça, on va vraiment reconnecter à qu'est-ce qui nous fait vibrer. Au contraire, puis déjà, c'est un camp de vacances. Oui. Et puis, vous allez upgrader ça un petit peu, dans le sens, vous allez mettre à jour les bâtisses, vous allez vraiment injecter de l'argent pour pouvoir passer plusieurs années là-dedans. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, Eric. Vraiment, Ouais. je suis fier de toi là-dessus. Good. Fait que... donc, c'est ça. Fait que la vision à moyen terme là-dessus, c'est vraiment d'attendre de voir qu'est-ce qui peut en découler. Oui, bien, la raison d'être du site, elle devient de plus en plus claire. Maintenant, comment ça va se transposer en termes de bâtiment, en termes d'infrastructure, je suis pas encore rendu là. Puis ça fait 2 mois qu'on fait ça. Puis souvent, tu sais, quand on développe, souvent, on a une conscience assez court terme. Mais par contre, qu'est-ce qu'on veut développer? Le site, on veut le garder, ça va être 25, 50 ans à vie. Bien, en fait, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de faire un projet qui est à notre image, puis qu'on l'amène de la bonne façon aussi. Exactement. Puis en bout de ligne, quand tu es moins pressé comme ça, c'est l'équité va se développer d'une façon importante. Parce que le même terrain, dans 25 ans ou dans 50 ans, comme tu dis, s'il n'est pas tout morcelé puis il n'est pas tout bâti, ça va être une valeur extraordinaire. Point de vue immobilier aussi. Là. Fait que c'est intéressant. Maintenant, pour terminer, est-ce que y a toi quelques petits conseils ou une erreur à éviter que tu as faite par le passé? Y a-t-il une erreur que tu dis, ben écoute, ça ou tel projet, je l'aurais fait autrement? Ben, erreur, moi, je dirais que les projets qu'on était... Tu sais, que le gut feeling n'était pas là, puis on l'a fait pour faire, je veux dire, un move. Un move. Pas faire un move, juste pour avancer. Souvent, des fois, ça amenait beaucoup de contractions quand on ne s'est pas écouté, finalement. Fait que c'est ces projets-là, des fois, qui ont été un peu moins bons. Les projets, on n'était pas alignés avec qui on est. Ça veut dire qu'il y a un projet exemple, dans les Laurentides, où on a acheté des terrains, on s'est mis en morceler, en revendre. Parce que c'était la plus haute opportunité à cet endroit-là. Ça a super bien été. La journée, on a voulu se mettre à construire. On n'est pas des constructeurs. Puis on a mal fait une analyse de marché. Okay. Qui fait en sorte qu'on a construit quelque chose qui ne s'est pas vendu, qu'on a été obligé de louer. Fait que, en réalité, de bien connaître son marché, aller dans des projets qui sont... Puis d'être patient. Hein? Ouais, quand on veut tout faire trop vite. Exactement. Là, des fois, on veut bouger. J'ai pas fait de move depuis 6 mois. C'est pas normal. Il faut que je bouge. Donc, c'est ça. Il faut d'attendre le bon produit, le bon qui est aligné avec ce qu'on veut vraiment. Oui, puis les bonnes opportunités vont arriver. En fait, sont déjà là. Il faut juste s'ouvrir à ce qui est là. Puis, comment tu vois le marché dans les prochaines années, pour terminer? Ben moi, je le vois le fun. Je le vois que le marché, il subit quand même beaucoup de transformations en ce moment. Si on parle du locatif, je pense que les gens vont s'identifier à des immeubles, vont s'identifier à une qualité de service par les propriétaires. Puis les propriétaires, eux autres aussi, vont devoir amener qui ils sont puis offrir quelque chose de bien à leurs locataires parce que ça sera plus simplement la hausse des prix qui va justifier qu'on fait un bon investissement ou non. Au contraire, ça va être comment on peut bien gérer notre immeuble qui va faire en sorte qu'on va se démarquer du marché. Avec les taux d'intérêt qui semblent vouloir augmenter un petit peu, puis en même temps une stabilité au niveau des prix, je pense que c'est d'autant plus un bon moment d'amener qui on est puis de faire quelque chose de se démarquer. De façon de se démarquer dans l'immobilier. Effectivement. C'est intéressant parce que souvent tu vas passer dans les quartiers puis tu vas voir, il y a des sans nécessairement que ça soit écrit, tu vois qu'il y a des immeubles qui sont rénovés de la même façon, les fenêtres sont de la même façon, les portiques sont de la même... Tu vois que c'est le même propriétaire. C'est comme développer un mini brand, si tu veux, la façon d'être, puis des immeubles. Il y a une fierté dans l'immeuble, c'est intéressant ça. Éric, merci beaucoup. Merci à toi, Patrice. C'était hyper intéressant. Je pense que les gens ont beaucoup à apprendre de la façon que tu penses en immobilier. Puis, fait qu'encore une fois, merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez partager la vidéo, taguer les gens que vous connaissez.
n'hésitez pas. Puis, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser nos services également quand l'occasion se présente. Donc, Éric, merci beaucoup. Puis, merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.